Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-Thomas Lecac et je suis Brand Content Manager chez Supermood. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir donc d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors déjà, tout d'abord, est-ce que je peux juste faire un test? Est-ce que vous m'entendez bien? Petite question aux participants, si vous pouvez me répondre dans le chat. Ah, super. Super. D'accord. Alors, juste quelques petits éléments au début. Donc, l'idée, c'est que on va vraiment s'organiser en plusieurs temps. Gardez en tête que si vous avez des questions, il y a un onglet dédié. Donc, n'hésitez pas à poser les questions quand vous voulez, dès maintenant, plus tard. C'est important parce que ça nous permet justement de pouvoir voter pour les questions que vous jugez les plus pertinentes. Et on va également vous envoyer des sondages tout au long du webinaire pour vraiment cultiver une dimension interactive tout au long de ce webinaire. Donc, avant de commencer, voilà l'agenda du webinaire. Donc, on va s'introduire, puis après, il y aura une demi-heure où on va vraiment discuter avec nos intervenantes. Dans un premier temps, sur l'impact du confinement sur les PME en France, pour justement comprendre le contexte, comprendre qu'est-ce qui aussi influence les enjeux actuels de la reprise d'activité. Et dans un second lieu, on va vraiment analyser vraiment les différents enjeux, les différents besoins des PME au moment aujourd'hui du déconfinement et de la reprise d'activité. Et en filigrane, on aura donc l'étude de cas de Préto, qui va vraiment, la DRH Caroline Lopez va vraiment nous expliquer à chaque moment, que ce soit pendant le confinement ou à la reprise d'activité, quels ont été les enjeux et les besoins de l'organisation, de son organisation. Et enfin, on finira par vos questions. On pourra y répondre avec grand plaisir. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Alors, je vais introduire notre première intervenante, Amandine Braillard. Amandine, donc, tu as quasiment 10 ans d'expérience dans les RH aujourd'hui. Et donc là, tu es aujourd'hui DRH France chez Payfit. Donc, tu as une grosse expérience notamment sur les startups. Et donc, je te laisse du coup le soin d'introduire Payfit. Et bonjour Amandine. Bonjour, merci beaucoup Pierre. Effectivement, donc aujourd'hui, DRH France chez Payfit. Payfit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de paye RH. On digitalise, on automatise la gestion de la paye et DRH de manière plus large. On a été créé en 2015. Aujourd'hui, on est plus de 500 collaborateurs répartis dans plusieurs pays puisqu'on n'est pas seulement présent en France. En France, on est à peu près 400-420 et on a aussi des bureaux en Espagne, en Allemagne, en Angleterre et on est en train de travailler sur le lancement de l'Italie. Donc, une entreprise qui est finalement plus très franco-française, mais plutôt internationale. Voilà, aujourd'hui, pour vous dire un petit peu plus, on a plus de 4000 clients avec une offre plutôt dédiée aux TPE et aux PME. Voilà, c'était juste le petit update produit. On a une nouvelle offre qui vient d'être lancée très récemment, ce qui s'appelle l'offre Starter, dont on reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans le webinaire, qui va viser notamment à accompagner les TPE et les micro-entreprises sur la mise en place de leur gestion de paye, notamment avec des tarifs préférentiels pour accompagner ces entreprises qui se lanceraient ou qui auraient besoin de notre aide. D'accord. Merci beaucoup, Amandine. Je me tourne du côté de Caroline. Donc, Caroline, tu es DRH chez Préto. Donc, ça fait... T'as aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as à la fois une expérience dans les grands groupes, donc chez Total et Orange, et donc de plus récemment en start-up chez Préto. Il me semble que juste avant, tu étais chez Mailjet. Une expertise en droit social et management RH. On va voir à quel point ça a été important d'avoir cette expertise pendant cette période de confinement. Et voilà, pareil, je te laisse introduire Préto. Merci Pierre. Ouais, effectivement, j'ai rejoint Préto au milieu du mois de février dernier. Donc, il y a eu aussi un double défi dont je vous parlerai à la fois de mon arrivée et puis de la crise du Covid qu'on a tous connue. Rapidement, Préto, c'est donc un courtier en immobilier en ligne. On est une fintech qui est née en 2017 par deux fondateurs qui, en fait, se sont rendus compte en faisant leur premier achat IMO que, en fait, l'univers du courtage et puis, en général, du prêt immobilier n'était pas très flexible et puis
voilà, manquait un peu de flexibilité dans le temps imparti. Quand on a une semaine bien pleine, on n'a pas toujours le temps de prendre rendez-vous physiquement avec son courtier. Donc voilà, on existe depuis 3 ans. On est un peu plus de 100 collaborateurs. On est répartis dans 2 bureaux. Il y a un bureau parisien qui est composé d'environ 90 personnes. Et notre bureau nantais est né il y a un peu plus d'1 an et en pleine croissance. Voilà, Préto, c'est environ 60 000 clients conseillés, 700 millions financés en 3 ans. Voilà, pour vous donner les grands chiffres. Merci Caroline. Et ouais, la dimension Paris et Nantes très très intéressante, notamment pour les enjeux actuels. Tout à fait. Mais on y reviendra. Et donc je finis notre tour de table des intervenantes avec Neila. Donc Neila, tu es directrice des opérations chez Supermood, une expertise grand compte d'accompagnement COMEX, direction RH et transformation. Et ça fait maintenant, oui, il y a plus d'une dizaine d'années que tu accompagnes, enfin tu manages et conseilles la stratégie et l'expansion opérationnelle des PME et des startups. Et comme donc du coup, je te laisse introduire Supermood également. Bonjour Naila. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Supermood, aujourd'hui nous sommes positionnés comme le leader français de l'engagement collaborateur. Et notamment pendant des périodes de changement. Donc, en termes d'accompagnement, on apporte un accompagnement dans les transformations réellement des entreprises et des organisations de manière plus globale. Aujourd'hui, plus 60% de l'effectif de Supermood est expert en communication interne, psychologie du travail, data analyse, ce qui permet également cet accompagnement qui a été réellement nécessaire pendant la période que nous avons connue dernièrement et sûrement lors des effets secondaires à gérer post-crise. Aujourd'hui, on a bientôt 5 ans d'expérience dans le domaine de l'engagement et principalement, notre solution va essayer de mesurer des données sociales en réalité souvent difficilement mesurables en termes de perception, en termes d'opinion et qui va essayer de donner la voix finalement aux collaborateurs pour avoir un ressenti de la motivation des collaborateurs, mais d'autres indicateurs également qui vont être mesurés. Et ces indicateurs vont permettre souvent de trouver les moteurs de motivation par population, indépendamment évidemment des moteurs traditionnels qui sont des promotions financières ou des augmentations de salaire. Voilà. Merci beaucoup Neila. Je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet. En commençant vraiment sur une analyse des signaux faibles qu'on a pu observer pendant le confinement sur les PME. Vraiment des différents types de populations qui ont été touchées par la crise sanitaire. Et pour introduire cette partie, je me retourne vers toi Neila pour que tu nous expliques un peu les grands enseignements, les tendances qu'on a pu observer. Merci, Pierre. Alors du coup sur, les tendances qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont on a essayé, d'analyser parce que, le vécu, lors de cette période a été vraiment, différent pendant, le moment de l'annonce, du confinement, avec le moment du prolongement du confinement, et également, le moment de l'annonce, de reprise, qui a été un peu une sorte de flou avec un peu on ne savait pas vraiment si c'était nous sommes très heureux de rentrer en déconfinement, mais en même temps, on ne sait pas trop où on va. Donc voilà, donc les moments ont été vraiment différents et donc on a pris le pas finalement dans l'analyse de découper ces périodes. Et donc là, ce que vous voyez en termes de résultats, il est question vraiment de la période de confinement, donc avant le prolongement, avant l'annonce du prolongement du confinement. Donc on est vraiment dans les balbutiements de cette situation de stade 2 qui a été annoncée. Et donc là, ce qu'on a pu constater, c'est que notamment les collaborateurs des PME, on a calculé le taux de détresse des PME, des ETI, des grands comptes. Le taux de détresse était inférieur chez les PME que les grands comptes au moment du confinement.
Donc, il y a eu on va dire, une meilleure adaptation de manière globale et plus exactement sur les conditions de travail et le niveau d'information. Sûrement par la taille de la structure, la légèreté de certains procédés et processus qu'il peut y avoir sûrement dans des PME comparés à des grands comptes ou à des grandes ETI. En tout cas, ça a favorisé, pendant le moment du confinement, ça a favorisé le moral et certains aspects. Donc, on était plus favorable à ce moment-là. Et alors du coup, par la suite, là, l'annonce de l'ancien Premier ministre, qui tombe avec le prolongement, finalement, du confinement. Et là, le prolongement a pesé, vraiment parce que, là, on s'attendait, mais sans s'attendre vraiment. Donc c'était un peu ce doute-là et je pense que ça a pesé d'un point de vue santé mentale, au niveau des, collaborateurs, de PME et donc on a vu le taux de détresse, qui a doublé en fait, qui est passé de 8 à 16 auprès des collaborateurs de PME. Donc le prolongement a vraiment été mal vécu. L'expérience collaborateur au niveau de l'adaptation des nouvelles organisations, autant elle était très favorable, pendant l'annonce du confinement, sûrement des personnes qui avaient une flexibilité, une liberté de travail, et qui avait été, favorable pour eux parce que du coup, ils avaient le loisir de pouvoir télétravailler, travailler de chez eux. Mais là, le fait que ça se prolonge, en tout cas, ça a été vraiment défavorable et on est passé par un taux d'insatisfaits de 11 à 20. Et enfin, la différence finalement qu'il y a pu y avoir entre, les différents secteurs s'est creusée, au niveau des PME et les différents types d'organisation et de management a fait qu'on a perdu moins 9 points dans notre taux de consensus. Donc les PME ont de plus en plus vécu la situation du prolongement différemment par rapport au confinement de départ. Et enfin, on a jugé, important, au moment de la reprise, de s'intéresser également, aux dirigeants. Parce qu'évidemment, les dirigeants, de PME, il y a un poids, il y a une responsabilité, il y a une conséquence, et un impact qui est vraiment direct et on a pu voir qu'à la reprise, en termes de morale, les dirigeants de PME ont été vraiment affectés. Justement par rapport aux dirigeants d'ETI, et de grands comptes. Et du coup, on a pu voir également, que les collaborateurs la différence entre les collaborateurs et les ETI était assez importante parce que les collaborateurs étaient du coup plus satisfaits que les dirigeants chez les PME. Et contrairement, pour les ETI grands comptes, les collaborateurs étaient moins satisfaits que l'équipe de direction. Voilà, donc ça a été assez intéressant en tout cas en termes d'analyse. Merci Naïla pour ces analyses. Peut-être Amandine et Caroline, est-ce que peut-être des réactions, est-ce que c'est sur les analyses qui ont été partagées, est-ce que ça résonne de votre côté, que ce soit aussi bien en interne, au niveau de vos réseaux respectifs, d'autres DRH, est-ce que c'est... Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce niveau de morale, on s'attendait un petit peu plus, enfin pour ma part, à plutôt un moral en berne dès le départ, alors qu'en fait le moral est resté assez haut au début du confinement et allait plutôt de manière décroissante au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on a beaucoup suivi tout au long du confinement, mais effectivement les chiffres étaient identiques de notre côté sur le moral des collaborateurs. Donc voilà, fallait être extrêmement vigilant au fur et à mesure du confinement. Ok. Amandine, est-ce que... Oui, tout à fait. Je suis complètement alignée avec Caroline et Néla. En gros, de toute façon, c'est une situation qui était assez inédite. On ne pouvait pas s'attendre on pouvait avoir des idées de ce qui allait se passer et des perceptions de chacun. Maintenant, on a vu quand même au départ, effectivement, un côté un peu bon, ça va, etc. Et puis, plus ça allait, plus c'était compliqué. On le verra de toute façon dans la suite du webinaire aussi sur comment on a pu gérer ça, nous, chez Payfit. Je ne veux pas aller à la fin du webinaire tout de suite, mais globalement, c'est vrai que ça a été, on a vu ces effets assez significativement, très vite, quoi. Mais justement, c'est justement la partie des bonnes pratiques. Donc, je me retourne vers toi, Amandine. Voilà, parfaite transition. Sur les bonnes pratiques RH managériales que vous avez pu développer chez Payfit, mais même autour. Et ce qui vraiment, de ces pratiques en temps de crise,
peuvent être gardés aujourd'hui, en fait, pour naviguer. Bien sûr. C'est vrai qu'en fait, bon, comme je le disais, c'était une situation qui était inédite. On s'est, nous, assez tôt, en fait, finalement, posé sur le sujet avant même que le gouvernement annonce de toute façon un confinement. Peut-être que certains ont suivi, mais on a décidé de fermer nos bureaux assez tôt, avant la décision gouvernementale du confinement national. Pour des raisons de sécurité pour nos employés déjà, et ensuite on s'est très vite posé sur l'organisation de nos équipes et notamment les pratiques managériales pour que ça fonctionne bien en fait pendant cette période dont on ne connaissait pas la durée au départ. On était tous à découvrir le sujet au fur et à mesure et les complexités afférentes. Bon, la chance qu'on avait, je tiens quand même à le préciser parce que ça peut paraître simple, mais parce qu'on est quand même une entreprise qui est très digitale. On a tous nos outils qui sont faits pour le télétravail et on était déjà plus ou moins habitués au télétravail. Donc ça, c'est pas le cas pour toutes les entreprises et j'en ai bien conscience. Et pour des entreprises, ça a été beaucoup plus compliqué que d'autres, notamment des entreprises plus traditionnelles et plus industrielles. Nous, de notre côté, là-dessus, personne n'était complètement paniqué du sujet. Maintenant, on a eu bien conscience très vite qu'il a fallu accompagner nos salariés, mais aussi nos managers pour que ça se passe bien. Donc la première chose qu'on a mis en place très vite, en fait, c'est des enquêtes de satisfaction pour effectivement mesurer un petit peu l'humeur, ce qu'on dit le mood de nos salariés et de nos managers, pour identifier là où nous, en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe RH évidemment, on pouvait mettre tous nos efforts pour que cette période se passe pour le mieux. La difficulté, c'est qu'on avait une dimension très personnelle dans cette crise Covid, puisqu'on avait évidemment le télétravail, tout ça peut peser, mais surtout une pression peut-être qui n'est pas de notre fait, mais qui était une crise internationale, qui stressait beaucoup, qui a mis parfois dans des situations personnelles nos salariés assez compliquées. Donc voilà, nous on a choisi de suivre ça de près. Donc au départ, on a envoyé des enquêtes de satisfaction, enfin en tout cas des moods quasiment toutes les semaines pendant les premières semaines pour vraiment évaluer et suivre ça de près. Donc on avait des personnes dans notre équipe qui étaient en charge de gérer ces enquêtes et de les suivre de très près pour suivre la motivation, mais identifier évidemment les risques et puis surtout pouvoir les régler très rapidement et être très réactif. C'était un peu notre notre objectif principal dans toute cette période, c'est d'être réactif et de pouvoir répondre rapidement parce que selon nous, on ne pouvait pas laisser des choses mal se passer sans rien faire et en fermant les yeux. La deuxième chose qui était très importante pour nous, c'était la communication, notamment de la direction, avec des communications notamment de Firmin Zocchetto, notre CEO et l'un des fondateurs, mais aussi de l'équipe RH et de nos différents directeurs sur beaucoup d'aspects. Notre CEO Firmin, en fait, prenait la parole toutes les 2 semaines avec un système de questions sur un outil qui s'appelle Slido, qui permet en fait simplement à nos collaborateurs de poser des questions de manière anonyme pour que Firmin lui puisse répondre en direct, donc en live, à toutes les questions de nos collaborateurs. Donc on avait 1 heure toutes les 2 semaines avec Firmin, où il répondait vraiment à tout type de questions. C'était sur des sujets très produits, très business, sur la santé de l'entreprise, mais aussi sur les conditions de télétravail, sur la santé de nos clients. Enfin voilà, on a été très transparent. On a choisi de prendre ce pas tout de suite, ce qui a été plutôt apprécié. Donc c'est jamais très évident de trouver le bon rythme entre trop de communication et pas assez. Mais en tout cas, on a choisi de beaucoup communiquer à niveau direction. Et ensuite, ça s'est descendu au niveau managérial. Et chaque manager avait des présentations d'équipe très régulières aussi, pour ne pas laisser les salariés dans le flou. C'était important pour nous d'être très clair et très transparent sur ce qui se passait, que ce soit sur des bonnes ou des mauvaises nouvelles d'ailleurs. Et aussi, évidemment, de garder le lien. Parce que pendant toute cette période, on ne s'est pas beaucoup vu, voire très peu, parce qu'on a vraiment fermé pendant plus de 3 mois et demi. Et c'était important d'avoir ces rendez-vous qui tombaient, où on était super heureux d'être tous connectés. Bon, évidemment, on ne se parle pas tous à 400, hein, mais en tout cas, on se voit et on était heureux de pouvoir prendre le pouls aussi en direct. Et évidemment, l'accompagnement des managers, dont je vous ai un tout petit peu parlé, mais ça, c'était très important pour nous de ne pas les laisser encore une fois, dans le flou et de leur donner les billes pour qu'ils puissent bien performer pendant cette période, puisque certains étaient, faut se le dire, inquiets
de comment ils allaient gérer leurs équipes à distance, avec ces conditions particulières personnelles et professionnelles parfois. Donc là-dessus, on leur a donné beaucoup de ressources sur le management à distance. Les personnes qui avaient des formations en cours managériales, on les a maintenues en digital. Tout s'est fait, on a tout mis là-dessus pour que les managers se sentent vraiment accompagnés. On a fait ce qu'on a appelé des coffees RH, où en fait on avait du temps dédié pour eux, où ils pouvaient nous poser toutes leurs questions et on les accompagnait sur leurs problématiques, ou si vraiment ils avaient des sujets très particuliers, on faisait aussi des points en individuel. Mais voilà, l'idée pareil, c'était de garder une connexion très forte avec nos managers et de leur donner les moyens, puisqu'on attendait beaucoup d'eux pendant cette période, et un niveau de management peut-être encore plus poussé qu'avant, ou en tout cas différent. Donc on leur a donné les moyens d'y arriver aussi, et d'ailleurs nos enquêtes de satisfaction ont montré que la dimension managériale était extrêmement bien notée, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a su les accompagner à fond sur cette dimension-là. Ok, merci beaucoup à Amandine. Du coup, je me tourne du côté de Préto avec Caroline, parce que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même des sujets similaires, mais aussi des sujets spécifiques de votre côté. Je te laisse. Ouais, merci Pierre. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent parce que voilà, fatalement, avec un outil digital et une organisation en start-up, on peut retrouver pas mal d'organisations en commun. Ce que je retiens effectivement, un peu comme ce que disait Amandine tout à l'heure, c'est que pré-confinement, on a réussi à anticiper assez facilement le télétravail. Parce que voilà, on a un outil qui est 100% digital, l'accès plateforme, si je parle vraiment purement business, client, se fait directement sur notre site internet, et l'accompagnement client, toujours d'un point de vue business, se fait systématiquement par téléphone. Donc forcément, on a réussi à s'adapter assez facilement d'un point de vue business opérationnel. Et voilà, on pratiquait aussi le télétravail, alors plus, on va dire, au fil de l'eau, sans à ce moment-là de structure. Mais voilà, on avait connu aussi des périodes. Il y a eu la grève des transports au mois de novembre-décembre dernier, qui a fait qu'on avait déjà, je pense, et pas mal de sociétés avaient déjà commencé à tester l'impact du télétravail de manière prolongée. Donc là-dessus, on va dire qu'en termes de logistique, on était plutôt prêts. Là où je pense qu'on a tous été beaucoup moins prêts, c'est effectivement sur la crise. Comme le disait Amandine, c'est plus sur l'effet, on va dire, psychologique que ça a engendré, et sur l'inquiétude et les questionnements qui étaient sans réponse, mais pour nous tous. En fait, chronologiquement, avec le recul, on a fait face à plusieurs défis. Le premier, c'était effectivement de garder le lien assez vite pour aussi garder la motivation de nos équipes. Nous, on a pas mal chez Préto de moments déjà dédiés entre collaborateurs et direction, qui sont déjà très, très imprégnés de notre culture. Je pense à des stand-up hebdo qu'on fait tous les lundis matins, des monthly, donc, qui portent bien son nom, qu'on fait tous les mois, alors plutôt à l'extérieur, et là qu'on a essayé de transposer à distance. Et aussi des all team par équipe également, où chaque manager faisait des lancements de journée, notamment sur la partie commerciale, en visio, à distance. Donc, on a essayé de transposer déjà les rituels systématiques qu'on avait chez nous, et on en a rajouté, un peu comme le disait Amandine, on faisait ce qu'on appelle des pauses café. On a ouvert une room Slack dédiée, qui a très bien marché au départ, qui s'est un peu plus essoufflée au fur et à mesure. Je pense que du coup, ça fait une bonne transition, en fait, le niveau de communication étant suffisant. Finalement, voilà, chacun, je pense, trouvait aussi les réponses à ses questions quand on pouvait y répondre, bien sûr, par les communications qu'on faisait. Donc, dans un second temps, quand le confinement s'est prolongé, on a essayé d'un peu être flexible, et c'est un peu ce qu'on retient aussi de cette période, c'est que finalement, quand on est moins sollicité par rapport au bureau sur
plein de petites choses du quotidien. En fait, finalement, ça dégage un peu de bande passante pour pouvoir voilà, se libérer un petit peu plus facilement pour une réunion, se retrouver un peu tous. En fait, chacun, finalement, a fait ses efforts pour se retrouver plus facilement. Et on a des outils aussi en interne de communication. Je pense aussi sur les équipes projets, les équipes produits, où on avait des outils de communication assez asynchrones du type Notion, qui ont été énormément privilégiés à cette période. Et d'un point de vue admin RH, alors je ne sais pas si on avait anticipé la chose, c'était purement involontaire, mais on avait mis en place la signature électronique d'un point de vue admin RH, je crois 2 ou 3 semaines avant le confinement, ce qui nous a plutôt arrangé quand on a voulu le mettre en place rapidement sur la signature de documents. Donc voilà, on a essayé de flexibiliser tout ça en termes de communication et d'outils. D'un point de vue, on va dire onboarding, nous, on a fait le choix de maintenir nos nouveaux arrivants et voilà, c'était important pour Preto de respecter nos engagements vis-à-vis de nos recrutements qui étaient à la fois déjà validés avant le confinement, mais aussi sur des recrutements qui se sont faits pendant le confinement. Et on a très rapidement intégré les nouveaux arrivants à distance avec une réadaptation de nos modules d'onboarding exclusivement à distance. Et voilà, on a pas mal travaillé côté RH là-dessus. Et chronologiquement aussi, plus alors là, sur le retour au bureau. Et c'est là que Supermood est pas mal rentré en jeu dans nos enquêtes de satisfaction. C'était un enjeu de réponse à des inquiétudes, notamment de retour au bureau. Voilà, je peux aller sur la slide suivante, si je peux permettre. Comme ça peut être intéressant de voir l'évolution de cette utilisation-là. Je t'en prie. Tout à fait. Donc là, on est plutôt post-confinement et début du déconfinement, où on a réussi à identifier avec des super feedbacks dédiés certaines préoccupations voilà, sur le retour au bureau, sur le respect des gestes barrières, comment on allait mettre en place une distanciation sociale alors qu'on travaille en open space. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées à ce moment-là. Voilà, on a tenté d'y répondre au mieux et avec ces enquêtes, on a pu travailler sur ce retour au bureau un peu plus sereinement. Est-ce qu'il y avait, je me permets de rebondir, est-ce qu'il y avait dans les insights et dans les enseignements clés observés donc dans les résultats des sondages digitaux, des super feedbacks, est-ce que c'était plus de l'ordre du contre-intuitif ou finalement une validation de certaines intuitions et d'hypothèses que la direction de Preto avait par rapport à ces enjeux-là Alors, si on reste sur le sujet de retour au bureau, effectivement, il y a eu quelque chose de très contrasté auquel on ne s'attendait peut-être pas suffisamment. C'est qu'on avait une partie de nos collaborateurs qui souffraient énormément de la distance, enfin du confinement et qui poussaient énormément pour un retour au bureau. Et de l'autre côté, on a vu se générer une très forte inquiétude sur la reprise, notamment avec le fait de prendre les transports. Voilà, qu'on applique bien les gestes barrières chez nous en interne. Et en fait, l'enquête a révélé un contraste très important et moins ce côté un petit peu passif qu'on peut trouver au milieu d'une enquête, par exemple sur une enquête Supermood, où on va avoir des gens qui ont du mal à se prononcer. Les gens avaient effectivement leur avis sur la question du retour au bureau. Et ça a été très, très contrasté là-dessus quand on a engagé les discussions sur le déconfinement et le retour au bureau. Ok, ça, je pense qu'on va pouvoir en discuter dans la deuxième partie, mais super, super intéressant. Très bien, ça fait une très bonne transition sur notre deuxième partie, qui est comment analyser, planifier et remotiver à l'heure donc du déconfinement et de la reprise d'activité. Et une nouvelle fois, Naila, la parole est à toi pour justement analyser les tendances qui se dégagent au sein des PME à ce moment-là. Oui, exactement. Alors, comme on en avait parlé précédemment, évidemment, l'aspect de la voix des collaborateurs et les appréhensions, donc ça a été au cœur vraiment de tous nos sondages, en termes, que ça soit en termes de morale, de motivation ou même pour essayer de localiser les freins.
Mais c'est vrai qu'en termes de confiance en l'avenir, on a essayé également, d'aller creuser, sur la confiance des dirigeants, par rapport au fait, de continuer l'activité au moment de la reprise, mais aussi de survivre finalement en post-crise, malgré les aides de l'État, du coup qui ont été, attribuées. Et donc on a eu un peu un constat assez alarmant, en tout cas sur, la période de reprise. Parce que autant les dirigeants qui ont été en effet impactés, pendant le prolongement, le confinement, à la reprise, c'était presque, vraiment un impact, collatéral où les dirigeants se rendaient compte finalement que, il y avait, finalement un vrai problème de confiance en l'avenir, par rapport en tout cas à certaines PME, aussi bien, traditionnelles, hein, qui ont eu des collaborateurs à gérer, sur site ou d'autres, qui étaient notamment, et on le verra après, dans certains secteurs beaucoup plus touchés. Mais d'un point de vue global, il y a quand même près de 60 des dirigeants, qui, n'ont pas de confiance, en tout cas depuis cette période de reprise, qui n'attribuent pas de confiance à la survie, de leur PME, en post-crise. Donc on a trouvé ça, plutôt alarmant en termes, également de morale, beaucoup plus impacté, les dirigeants de PME, comparés aux dirigeants d'ETI, à la reprise. Donc ce qui, correspond plus ou moins, également à cette inquiétude de confiance en l'avenir. Et par rapport au secteur, alors tu peux éventuellement, voilà, c'est exactement, ça nuance un petit peu, finalement les pourcentages, les 60 les près de 60 de dirigeants qui ne croient pas en la confiance à l'avenir. C'est qu'on peut retrouver en top 3, surtout le top 1, je dirais, qui est vraiment la partie tourisme, hôtellerie et restauration, en termes de secteur qui a été, évidemment frappé de plein fouet, notamment, et ça s'est vraiment dégradé, avec le temps, par rapport au prolongement, et c'est pas remonté tout de suite à l'annonce du déconfinement parce que, c'était un secteur où on ne savait pas trop pour eux, avec des mesures aussi très contraignantes. Donc, c'est pas tout d'ouvrir, mais aussi c'est les mesures, et les frais, hein, que ça engendre aussi, ces mesures-là. Donc certains, ont préféré même rester fermés un peu plus longtemps, finalement par, génération de coûts et de budget que ça pouvait, soulever. Il y a la partie énergie, services industriels, et enfin la distribution, dans lequel on va trouver surtout de la distribution, qui ne correspond pas à la première nécessité. Et ça a été vraiment, voilà, le top 3. Les sociétés de services ont été aussi impactées, par rapport aux rendez-vous clients. Et on a fait notamment, un webinaire précédemment, concernant, justement la prospection, les rendez-vous, au niveau des forces commerciales avec, Salesforce, la semaine, 2 semaines, exactement. Et en fait, c'était vraiment ça aussi, le thème, c'est qu'on est quand même dans des secteurs où on a besoin de contact. Et on a des politiques internes de sociétés qui, justement, ne prennent pas le risque aujourd'hui de recevoir des populations externes, et cetera. Donc ça freine énormément, et ça freinait, du coup, l'essor, et donc ça a permis, de voir en tout cas un moral qui s'est creusé sur certains secteurs plutôt que d'autres. Très bien. Et enfin, on en parlait un petit peu avant, de la flexibilité. Donc en gros, pour, vous contextualiser la chose, sur, la base de l'analyse, en fait, chez Supermood, on a une partie qui est très quantitative, qui va nous permettre un petit peu d'aller, détecter les signaux faibles. Mais on a aussi une partie qui est qualitative, qui va aller aussi, détecter finalement, des occurrences lexicales, pour essayer de voir justement, les thématiques qui reviennent, les problématiques. Mais ça peut être aussi, on a eu des projets d'appel à idées, notamment on en parlait avant du télétravail, mais il y a beaucoup aujourd'hui de structures qui nous utilisent pour, en fait, l'intelligence collective, et essayer de voir comment est-ce que les métiers vont pouvoir apporter chacun des idées avec, une sorte d'organisation, propre à chaque métier pour le télétravail, et donc ils utilisent, hein, finalement notre solution, pour faire l'appel à idées. Et là, dans cette période de reprise, on a fait un petit peu un focus là plutôt sur les appréhensions, les signaux faibles. Et dans ce cadre-là, on a pu voir qu'il y avait un vrai souci sur la flexibilité. Je pense que le retour au bureau a suscité aussi cette envie,
de préserver cette flexibilité et en même temps cette appréhension de ne plus en avoir sans avoir une visibilité claire sur la logistique familiale, que ça soit d'un côté les enfants avec l'école, que ça soit les contraintes de transport aussi par rapport parce que même si certains enfants avaient repris en fin de période scolaire les cours ou même en crèche ou autre, évidemment, c'était pas tous les jours avec des horaires différents, des contraintes différentes. Donc voilà, il y a eu vraiment cette appréhension personnelle et je rejoins, vraiment ce qui a été, dit aussi, par Amandine et soulevé par Caroline précédemment. C'est cette dimension personnelle. Comme on a connu finalement une crise, qui aussi bien a touché l'aspect économique, donc professionnel, mais aussi l'aspect social, et psychologique. Donc on était vraiment avec une frontière qui était très fine entre les 2, et ça complexifie évidemment le rôle, des fonctions, RH à ce moment-là. Faire la part des choses, entre le cadre, professionnel, le rendre plus flexible pour s'adapter au cadre personnel, et donc voilà, donc toutes ces verbatims nous ont vraiment, montré finalement ce contraste entre, le pro perso. Vraiment par rapport à ça, on a eu aussi évidemment des craintes par rapport à la partie sanitaire et enfin la communication, qui a été inadaptée. Autant la communication au départ, elle a été aussi en fait dégradante, un peu comme, la motivation. Autant au départ elle était très, favorable, donc en effet, il y a eu beaucoup d'initiatives, sur une communication et plus, ça allait et plus il y avait un peu de demandes finalement de collaborateurs qui demandaient plus de communication à un moment où ils ont, encore plus d'appréhension. Et donc je pense que ça a été très dur à gérer par les organisations parce que, même les fonctions RH avec qui on échangeait avaient eux-mêmes très peu d'informations par rapport à toute l'avancée et finalement, tout ce qui nous attend finalement ces prochains mois. Donc c'est vraiment, un cascading, de problématiques de niveau d'info qui a suscité ça, aussi, vers, la reprise. Et enfin, on l'a vu, dans les commentaires, de Caroline précédemment, il y a eu un manque, d'interaction pour certains, qui s'est ressenti, vraiment. Et donc faire la part des choses entre les appréhensions pour venir au travail et venir au bureau et en même temps, les personnes qui sont demandeurs d'interaction, tout en respectant les mesures, ça a été, le vrai travail de chef d'orchestre, de la fonction RH, pendant cette période. Merci Neila. Du coup, je pense que c'est très bien d'avoir, du coup, après avoir contextualisé un peu ces tendances, avoir côté solutions managériales et pratiques managériales, donc que Amandine tu nous as partagé. Alors peut-être pas revenir sur les 8, mais peut-être celles que voilà dont tu sens qu'il y a vraiment un réel besoin, surtout en ce moment dans notre contexte de reprise. Voilà, est-ce que tu peux nous développer un peu ces pratiques les plus pressantes, on va dire? Oui, alors je pense qu'il y en a une qui est très importante pour nous, c'est le sens. C'était déjà important avant sur la mission, la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, pour moi, ça l'est d'autant plus et évidemment sur la fonction managériale, mais aussi sur un aspect produit. Je vous le disais et entreprise, je vous le disais tout à l'heure, on a lancé une nouvelle offre starter pour les TPE et les micro-entreprises. En fait, cette offre, elle a été créée pendant le Covid. Parce qu'on s'est dit, OK, on a une responsabilité en tant qu'entreprise RH d'accompagner au mieux nos clients, mais aussi les futures entreprises de demain qui vont avoir besoin de nous et peut-être d'avoir des offres moins onéreuses pour se lancer et relancer l'économie. Donc, on a donné ce sens-là aussi à notre stratégie commerciale et d'entreprise. C'était important de les partager avec nos collaborateurs. Beaucoup ont participé à ce projet. On a vraiment eu ce côté, on n'est pas juste centré sur nous-mêmes, mais aussi sur l'extérieur en national. Donc ça, c'était important pour nous. Je pense que une des choses qui est très importante, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'était la transparence, de partager l'ensemble des datas et des données à toute l'entreprise, avec que ce soit notre revenu, la baisse, les potentiels clients qui allaient mal. Voilà, on a été très transparent que sur du positif, que ce soit sur du positif ou du négatif. C'était important pour nous que nos salariés puissent nous faire confiance et sentir que voilà, on suivait de près beaucoup de thématiques, beaucoup d'aspects et qu'on leur disait la vérité sur ce qui se passait en interne, mais aussi en externe à nos yeux. Sur les nouveaux rituels, je pense qu'évidemment c'était une des choses importantes aussi, puisque nos managers ont dû créer des nouveaux rituels
pour accompagner aussi leurs équipes et que ça se passe pour le mieux. Donc ça a été plus de contacts. Je sais que voilà, parfois ça a été compliqué pour certaines entreprises de créer plus de rituels par manque de bande passante. Nous, on a été très clair avec nos managers en leur disant voilà, aujourd'hui, on veut que vous passiez plus de temps, donc c'est pas grave. Il y a peut-être des choses qui avanceront moins vite, mais en tout cas, cette partie psychologique et accompagnement et mise à disposition de leurs équipes était extrêmement importante pour nous. Et c'est ce qui a fait que la reprise d'activité, la motivation était clairement là dans les équipes, dans chacune des équipes et dans chaque département. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Et évidemment la visibilité sur les grands projets en disant que la vie continue, que oui c'est une crise internationale, nationale et compagnie, mais maintenant il faut qu'on continue à avoir de la vision sur la suite, sur les objectifs, sur notre roadmap produit. Voilà, on a continué à vivre normalement finalement et à garder nos rituels qui étaient déjà en place avant. Ça, c'était important pour nous aussi de pas tout chambouler, de pas tout arrêter du jour au lendemain parce qu'on était un peu perturbés. Non, c'est hyper intéressant et je pense qu'on y reviendra aussi avec dans le cas de Préto sur vraiment ce côté comment arriver à articuler des conversations de court mais aussi de moyen long terme. Voilà, c'est surtout dans une période d'incertitude comme celle-là. Mais tu parlais justement d'objectifs, c'est justement la slide qui suit. Voilà, très, en résumé, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mises à jour à faire. Voilà, je te laisse élaborer. Complètement. En fait, là-dessus, nous, on s'est rapidement dit, OK, là, c'est compliqué. Nos salariés, peut-être, manquent de visibilité individuelle sur leurs objectifs parce que globalement, tout a été chamboulé et tout a été revu quand même sur les objectifs. Mais c'est important quand même qu'on en parle, même si l'entreprise a été clairement en difficulté à certains moments. On a revu l'ensemble des roadmaps pour chaque département. Donc, on a fait ce travail avec tous nos directeurs, tous nos head-off et toute la direction pour revoir en fonction de l'actualité ces roadmaps pour faire quelque chose de réaliste. Parce que sinon, en fait, nos salariés étaient dans une phase où ils se rendaient compte qu'ils n'atteignaient aucun de leurs objectifs, ce qui était logique. La mise à jour des OKR, donc c'est ça, donc c'est nos objectifs pour que chaque payfitter puisse se dire OK, on est dans un contexte de crise, maintenant j'ai quand même des objectifs, je sais quand même où je vais, c'est clair pour moi, c'était important. En fait, la dimension psychologique pendant cette période, elle a été très forte, notamment sur le fait de se dire que on n'a pas de visibilité en tant qu'individu sur ce qui va se passer demain, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait être déconfiné, quand est-ce que le Covid allait diminuer, enfin les cas en tout cas. Voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes et ça posait beaucoup de problèmes individuels. Donc on s'est dit là-dessus, nous, on a un rôle à jouer en tant qu'entreprise de rassurer et d'accompagner nos salariés à avoir plus de visibilité, enfin en tout cas un maximum sur le futur. Donc évidemment, on ne peut pas se projeter sur du 1 an, 2 ans, c'était très difficile, mais en tout cas sur du court moyen terme, on a pu le faire et ça leur a bien. Voilà, les managers ont été ravis qu'on puisse les accompagner là-dessus et puis les salariés, ça leur a fait beaucoup de bien d'avoir au moins de la clarté et de la visibilité sur leurs objectifs personnels. On a lancé également un programme de mobilité interne, puisque nous, pour le coup, on a diminué assez fortement nos recrutements. Le temps de voir aussi un petit peu ce qui se passait d'un point de vue national et international. Et donc, on a lancé ce projet qui a aussi relancé et remotivé beaucoup de nos salariés et beaucoup de nos managers sur ce fait de se dire, on n'oublie pas la carrière de nos collaborateurs. Oui, on est en phase de crise. Maintenant, on continue nos projets RH et la vie continue. C'était ça qui était important pour nous. Et évidemment, la motivation, mais on en a beaucoup parlé sur... mettre en place beaucoup de communication, de transparence, de questionnaires d'engagement et d'accompagnement des managers. Donc, toutes ces choses-là, ça a été primordial pour nous et c'est ce qui a fait que on s'en sort plutôt positif à la fin. Si on fait un petit retour en arrière, ça s'est plutôt bien passé. Ok, merci. Du coup, je me tourne vers Préto. Caroline, voilà les sujets du moment post-confinement, court, moyen, terme. Oui, le télétravail, de toute façon, je pense que c'est un sujet que tout le monde a dans ses cartons et a ressorti un peu malgré eux et qui doit être aujourd'hui traité assez vite. Il y a une vraie attente vis-à-vis de nos collaborateurs. Et en fait, les sujets que je vais vous expliquer sont ressortis d'un monthly qu'on a organisé la semaine dernière.
En fait, on a tous les mois un rituel de réunion, puis après une activité à l'extérieur. Et en fait, cette réunion était plutôt axée autour d'une restitution direction vers collaborateurs. Et en fait, on a pris la décision de changer le format de ce monthly la semaine dernière et en fait de faire un monthly avec une interaction où chacun a pu poser ses questions en amont de l'événement. Donc des questions anonymes ou pas anonymes. Et en fait, chacun a pu poser toutes ces questions, alors RH, business, dans tous les domaines d'activité, tous les pôles de chez Preto. Et ce qui est ressorti effectivement au niveau RH, c'est cette question du télétravail. Aujourd'hui, on l'a forcément traité d'un point de vue aussi sanitaire, puisque voilà, aujourd'hui, on devait être confiné, donc forcément le télétravail était obligatoire. Mais aujourd'hui, on veut vraiment le décorréler du contexte sanitaire aussi. Comme disait Amandine, la vie continue et en fait, ces sujets-là, il faut les recontextualiser par rapport à une situation de retour, on va dire, à la normale. Donc aujourd'hui, on va clairement travailler à court terme sur ce sujet, mais sous l'angle effectivement aussi opérationnel, à savoir comment adapter l'organisation du télétravail, comment adapter à la fois nos bureaux, les infrastructures qu'on a aujourd'hui, mais aussi l'organisation du travail quand on est à la maison. Aussi, comment on peut adapter un mode de télétravail par équipe, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes contraintes opérationnelles. Quelqu'un qui va travailler en mode projet va avoir tendance à plus préférer des moments tranquillement off chez lui pour se concentrer, alors qu'une équipe, par exemple, commerciale, va avoir besoin d'émulation, voilà, un petit peu de challenge directement avec ses collègues au bureau. Donc, comment on va adapter tout ça avec les contraintes opérationnelles. On a eu aussi une question qui est ressortie la semaine dernière, où là, je pense qu'on a fait un petit bond en avant de quelques mois, voire années, c'est la mobilité géographique interbureau. Nous, chez Preto, on est présent à la fois à Paris et à Nantes. Voilà, pour le moment, on n'a pas eu de demande formelle, mais on nous a demandé s'il était possible, par exemple, d'accepter une mobilité d'un commercial géographique entre Nantes et Paris. Voilà, donc c'est des sujets qui vont forcément revenir très très rapidement et sur lequel il faut aussi qu'on travaille. Le troisième sujet que j'ai retenu de ce feedback collaborateur, c'est aussi de retrouver des temps forts d'équipe. On a une vraie attente aujourd'hui parce que voilà, on a fait beaucoup de choses pendant le confinement, des blind tests, on a fait des chasses au trésor, etc. à distance, mais ça ne remplace pas l'aspect cohésion d'équipe humain dont on a tous besoin et ce qui est tout à fait normal. Et là, on a une vraie attente sur cet événement qui va avoir lieu en septembre. Et aussi autour d'autres temps forts d'équipe, notamment comme le fait de revoir le format d'un événement comme le Monthly qu'on a eu la semaine dernière et sur lequel voilà, ils avaient vraiment le sentiment d'avoir besoin d'interaction et de changer les formats existants. On a un sujet aussi qui est apparu sur lequel on s'était vraiment pas penché pour le coup, qui est celui de la politique RSE. Forcément, quand on parle Covid, quand on parle voilà, où va notre planète, quelle est notre empreinte qu'on laisse, forcément, on réfléchit aussi à moyen terme d'un point de vue business sur comment Preto va réfléchir à son modèle, même si on est à distance, qu'on a quelque chose de très digital. Il faut qu'on réfléchisse à ce que l'on véhicule comme modèle écologique pour notre produit. Et puis aussi en interne, sur voilà, quelle empreinte on laisse aussi quand on va au bureau, sur le fait aussi de prendre les transports en commun ou de prendre son vélo plutôt que sa voiture pour aller au travail. Et cette politique RSE, on y réfléchit plutôt sur le moyen terme là pour le coup, mais
pour un sujet rentré qui soulève beaucoup de questions. D'accord, merci beaucoup Caroline. Peut-être Neila, tu avais aussi enfin ce qui est présenté par Caroline, est-ce qu'il y a aussi par rapport aux PME que tu accompagnes avec Supermood, est-ce qu'il y a certains sujets qui résonnent ou justement il y a peut-être des compléments d'informations à partager? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que, il y a une globalité, hein, même, que ça soit des PME, des ETI et des grands comptes ou, dans toutes les tailles, il y a un vrai, il y a un vrai chantier, je dirais, sur le fait, de concilier, finalement le contexte de reprise, avec les envies, de chacun. Qui a été finalement, réalisée. Il y a eu une sorte de conscience un peu, quand on est confiné, pendant ces mois, bah, on a un peu une crise de sens. On parlait d'RSE, mais il y a aussi finalement de cette responsabilité, on a beaucoup plus conscience de l'essentiel. On a été, beaucoup plus fragilisés au même titre que tout le monde, qui a suscité de la solidarité. Donc il y a quelque chose vraiment de social, qui a été, constaté d'un point de vue global. Et puis après, évidemment, il y a, d'autres thèmes qui sont plus pragmatiques, qui est vraiment, comment est-ce qu'on s'organise, finalement demain pour arriver à concilier en même temps, des gels, parfois et souvent d'ailleurs sur, les recrutements, sur, les augmentations, salariales pendant cette période et en même temps la productivité et la motivation. Tout en ayant un esprit, finalement de proposer un bureau, qui aujourd'hui n'a plus le même sens, finalement. Parce que le bureau aujourd'hui va être vu comme collectif et c'est plus un espace individuel où on se concentre. Puisqu'on a pu se concentrer, parfois, pour certaines personnes, beaucoup mieux chez soi, en télétravail. Donc voilà, donc il va y avoir vraiment repenser l'espace de travail, et l'attraction, finalement de ce bureau, qui créera un lien social, demain, au niveau, des PME. C'est vrai que les petites structures sont beaucoup plus équipées, bah, évidemment puisque ça a été un des attraits, hein, de rétention de talent et cetera, par rapport à cette question-là, qui sont plus avancées, plus matures, disons par rapport à la question. Mais ça va être, un vrai enjeu, cette partie-là et puis après ça va être de pouvoir, bah, décider et arbitrer entre, est-ce qu'il va falloir mettre, ben, des organisations par équipe, des organisations, par lieu, par projet, par typologie. Donc ça va vraiment toucher, finalement, même l'organisation du travail, global. Et comment est-ce que je concilie, pour des PME qui ont aussi des collaborateurs sur site, et ça va être un autre thème et ça va être comment est-ce que je crée finalement cette cohésion entre des collaborateurs en télétravail et des collaborateurs qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail et qui sont sur site. Et comment est-ce que j'arrive à créer cette cohésion entre ce décalage? Est-ce que voilà, est-ce que je les traite différemment? Et si je les traite différemment, il va falloir, bah, le communiquer, le justifier et voilà. Donc je pense que ça va être, pas mal d'effets secondaires, en effet de cette crise. C'est vrai qu'il faut, continuer, entre guillemets «à vivre», évidemment en respectant les gestes barrières, mais la partie, je dirais, professionnelle doit prendre sa continuité. C'est évidemment pas facile avec des vacances, scolaires entre 2, en plus. Mais je pense que dès septembre, il va y avoir, je dirais une opportunité pour toutes les PME de repenser les choses, parce qu'une crise, c'est pas que du négatif. C'est aussi, étymologiquement, c'est vraiment décider et faire un choix, le mot crise. Donc c'est vraiment ça va être le moment de faire des choix, et de faire le meilleur choix justement centré, sur l'humain, et c'est ce qu'on a pu constater nous au niveau des PME. Donc j'ai bon espoir en tout cas pour que, cette période, soit sous de bons auspices. Très bien, merci Neila. Alors, on a 2 questions et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Donc, on peut les regarder ensemble sur l'onglet. Alors, il y a une question intéressante sur le management. Nous avons donc de Sabrina qui dit: nous avons mis en place des team meetings avec des jeux à distance toutes les 2 semaines, mais nous constatons que le taux de participation n'est pas celui attendu. Faudrait-il rendre ces meetings obligatoires? Alors, la parole, qui veut réagir là-dessus? Enfin, comme vous.
Alors, en retour d'expérience chez Preto, c'est vrai que nous, on a pas mal fait aussi d'events, en tout cas de post-event avec des jeux, des choses comme ça. Je pense qu'il faut peut-être voir si déjà ils ont été faits pendant la période de confinement. C'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de contraintes personnelles qui devaient vite raccrocher en fin de journée pour s'occuper de leurs enfants, etc. Donc, nous aussi, on n'a pas toujours eu le taux de participation espéré sur ces activités-là. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui restera récurrent dans cette société, mais de toute façon, il faut forcément alterner événements et animations physiques et à distance pour susciter un petit peu l'intérêt et puis pourquoi pas voilà, organiser une enquête au préalable pour savoir les attentes des collaborateurs sur ces sujets-là. En général, ils ont toujours plein de bonnes choses à ressortir comme idée. Donc, voilà, ça vient peut-être aussi à la fois l'alternance entre l'aspect visio et puis le retour en équipe. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qui s'est passé post-confinement. On a eu un vrai intérêt pour le retour aux activités plus en équipe physiquement. Ouais, je te rejoins à 100%, Caroline. Pour moi, je rajouterais juste que sur la dernière partie de la question, faudrait-il les rendre la participation obligatoire, pardon. Pour moi, non. Si on rend une participation obligatoire à quelque chose qui est censé créer du lien et autour de jeux, de moments un peu sympas, en fait, on perd un petit peu l'objet de ça. Maintenant, c'est sûr qu'il faut voir à quel moment ça a été fait, est-ce que l'horaire était le bon, est-ce que le besoin était vraiment là, et identifier auprès des collaborateurs leurs attentes. Je te rejoins complètement. Oui et juste pour, clore, nous ce qu'on a mis en place notamment pour, les événements de reprise, ça a été, justement la possibilité de proposer, de faire un appel à idées sur les meilleures activités, qu'ils aimeraient faire pendant cette période. Parce qu'il faut savoir aussi que les réponses que vous aurez maintenant seront sûrement pas les mêmes que vous aurez à la rentrée, et c'est le but aussi, du côté, évolutif et dynamique, d'une solution, c'est que les attentes, les volontés en effet ne sont pas les mêmes, n'ont pas été les mêmes pendant le confinement et ne seront pas les mêmes à la reprise. Et donc c'est important notamment, de les inclure dans ces propositions et souvent quand vous mettez en place des choses, que vos collaborateurs proposent, en majorité, il y a plus de chances pour que ça fonctionne. Puisqu'en plus, les personnes sont souvent, très heureux qu'on ait pris leur idée, et ils sont souvent porteurs, de cette idée-là, en interne. Très bien. On peut répondre à la dernière question. Donc, quel type d'accompagnement ont été abordés dans l'accompagnement des managers? Donc, je pense que c'est des questions par rapport au point que tu avais mentionné, Amandine. Et quelles sont les grandes différences managériales entre un management sur site et un management à distance? Très, très bonne question. Alors, les types d'axes d'accompagnement, on a eu plusieurs. On a maintenu, nous, nos formations management qu'on avait déjà mis en place avant la crise. Donc, on les a maintenues, c'était important pour nous. Et j'avoue que la formation a quand même été assez axée sur le management à distance, justement pour mieux les accompagner. Donc, il y a eu cette première dimension. Et ensuite, nous, côté RH, on a mis en place, via l'outil Notion, juste du matériel pour nos managers avec des webinars, des podcasts, des conférences sur le management à distance et sur comment bien accompagner son équipe et ses collaborateurs en télétravail. Donc c'est vrai on leur a donné beaucoup de matériel et nous évidemment on était super dispo dans l'équipe RH pour répondre à leurs questions au quotidien, mais on leur a aussi donné la formation et le matériel nécessaire à dispo quand ils le voulaient pour se remettre en question sur plein de sujets. Pareil, sur le management de la performance, on leur a redonné les billes pour bien le faire. L'analyse des roadmaps, on les a fait avec eux. Enfin voilà, on a été très présents et très. En fait, on est devenu plus RH coach que RH purement, comme on peut l'entendre dans certaines entreprises, et très dans l'accompagnement en fait de nos managers et ça a bien fonctionné. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, quelles sont les grandes différences managériales entre un management sur site et un management à distance? Bon, je pense que encore une fois là, c'est plus une dimension
je dirais, de personnel, de feeling, où en fait, on ressent pas tout à fait la même chose entre deux visio et quand on a quelqu'un en face de soi. Les liens se créent pas aussi facilement quand on est au café, qu'on a des petites conversations sur t'as fait quoi hier soir et comment vont tes enfants. Bon, bah ça, on l'a peut-être un petit peu moins. Donc là-dessus, nous, on a bien identifié aussi ces problématiques managériales pour créer du lien aussi avec notamment les nouveaux collaborateurs, parce qu'on en a recruté quand même beaucoup, on en a accueilli beaucoup pendant cette période. Et donc, on a mis en place des moments de e-coffee manager avec le collaborateur pour avoir des échanges qui ne soient pas professionnels et qui soient exclusivement tournés vers le perso, pour prendre des nouvelles et pour savoir comment les gens vont, tout simplement. Très bien. Caroline est là, si vous voulez. Oui, si je peux rajouter quelque chose, parce qu'on a organisé pas mal de formations pendant cette période. On a profité aussi de ces temps pour faire des formations, notamment managériales. C'est de ne pas hésiter à se faire accompagner. Amandine en parlait aussi de sociétés, enfin d'organismes de formation sur le management. Il y a aussi des formations sur le management à distance. C'est vrai que surtout quand on est dans le rush et comme on l'a été pendant cette période, la prise de recul sur l'accompagnement des managers et les contraintes d'un manager opérationnel ressortent pas tout de suite. Et en fait, quand on commence à les avoir d'un point de vue RH, enfin, je ne sais pas si Amandine, tu as ce même ressenti, mais en fait, l'alarme a déjà sonné. En fait, il y a déjà un manager opérationnel qui est juste là au bout de tel ou tel sujet. Et du coup, c'est pas mal de prendre du recul sur la partie un peu tête dans le guidon et de se faire accompagner par voilà, un organisme de formation sur ces sujets-là. C'est un sujet qui est tellement important et qui après redescend complètement vers les équipes qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à investir là-dessus et à y passer du temps sur la partie formation. De mon côté, je rajouterais un petit constat sur deux pans au niveau managériel à distance versus sur site. C'est vrai que sur les managers qui étaient à distance, on a pu constater qu'il y avait une notion un peu, je dirais, nouvelle, sur laquelle on a besoin vraiment d'être accompagné, c'est sur la confiance en fait. C'est très basique, mais le fait d'être à distance, finalement, un manager va devoir faire confiance à ses équipes. Ça s'apprend aussi. C'est pas inné pour certains managers, et donc la confiance émerge aussi d'une organisation, d'un cadre, et d'un management qui va être empathique, bienveillant. Voilà, donc c'est une forme aussi d'accompagnement et je pense de formation qui est beaucoup plus tournée sur des soft skills aussi du manager que des hard skills ou autres qui sont souvent donnés sur la partie présentielle. Et concernant le deuxième thème, ça a été vraiment le temps. Le temps qu'on a pu constater, il y a évidemment beaucoup de la meilleure pratique, c'est de donner justement des supports et je rejoins, c'est de pouvoir, donner, nourrir un maximum, le management en l'accompagnant avec des Notion, avec des boîtes à outils, des supports, des vidéos et cetera, pour qu'il puisse à chaque moment, évidemment, selon sa flexibilité de temps, pouvoir s'informer. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin parfois de poser une question à quelqu'un. Pas forcément, au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment je pose une question parce que je sais pas comment gérer cette situation. J'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps de prendre un point d'1 heure, j'ai pas le temps de prendre un point de 30 minutes. Le temps me manque entre la logistique, les contraintes, cette reprise et donc c'est pour ça, qu'on a mis en place notamment, pour, les PME et les managers en fait de PME, aussi bien pour, les RH, mais pour les managers aussi en support, un chat en fait où on peut poser la question à nos experts en interne, à des psychologues du travail et des personnes, des experts en management en fait et qui vont vous permettre justement de pouvoir, répondre à la question. Alors c'est pas une presse, c'est pas, on n'est pas du tout dans le consulting, on est dans la réponse pragmatique d'accompagnement au moment où on en a besoin et c'est souvent ça qu'on a, en tout cas qu'on a constaté, qui manquait. Un peu, l'appel, à un ami, hein, j'ai envie de dire pour caricaturer la chose, mais c'est vraiment voilà, je pose une question, à une personne qui a l'expertise, qui me jugera pas, qui est en externe, et qui me permettra de me donner les clés pour pouvoir, répondre correctement. Voilà et qui du coup, sortira, la semaine prochaine. Très bien. Eh ben, écoutez, je pense que ça a été
Ça a été très riche. Il y a beaucoup d'éléments. Gardez à l'esprit, en tout cas, que vous aurez le replay par email dès que l'enregistrement sera fini et que vous pourrez aussi télécharger le PDF pour les slides, pour les partager. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup à nos intervenantes d'avoir pris le temps de partager leurs éléments. Je vous souhaite à toutes et merci aux participants aussi, surtout d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir interagi. N'hésitez pas à nous contacter sur nos sites respectifs. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, mais aussi un très bon été. Voilà, en dépit du contexte, voilà, faut garder le moral. C'est peut-être le message à garder aussi de ce webinaire. Merci à vous et très bon après-midi à tout le monde et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.